Salut à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sam et j'habite au Japon depuis un peu plus de 12 ans maintenant. J'ai commencé cette chaîne il y a environ 2 ans et depuis, on me pose régulièrement les mêmes questions, que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram. Comment faire pour venir au Japon, comment avoir un visa ou comment j'ai fait exactement pour m'installer ici. J'ai déjà répondu à certaines de ces questions sur la chaîne, mais c'est vrai que c'est un peu éparpillé et il y a aussi plusieurs points dont j'ai jamais parlé en détail. Alors je vais remédier à tout ça aujourd'hui avec cette vidéo entièrement consacrée à l'immigration au Japon. Je vais d'abord vous raconter tout ce que j'ai fait pour venir ici. Les préparatifs avant le départ de France, mon premier logement, les différents visas que j'ai eu une fois arrivé, combien ça m'a coûté et comment j'ai fait pour financer tout ça. Ensuite, je vous dirai ce que je pense de l'immigration au Japon. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? À qui est-ce que je pense que ça ne conviendra peut-être pas? Et aussi certains trucs auxquels vous devez bien réfléchir avant de venir ici sur le long terme. Et on terminera cette vidéo par une présentation rapide des principaux visas que vous pouvez demander. Je vais aussi vous donner des conseils sur le logement, le boulot ou d'autres points tout au long de la vidéo, donc elle risque d'être assez longue. Alors je vais la découper en chapitres, ce sera par ici, en bas de la vidéo, et comme ça vous pourrez trouver plus facilement la partie qui vous intéresse ou revenir plus tard pour regarder la suite. Avant de parler de mon parcours, n'oubliez pas que c'est juste une des nombreuses façons possibles d'immigrer au Japon. Certaines personnes voudraient un moyen garanti d'avoir un visa de longue durée et de pouvoir rester ici toute leur vie avant même d'être venu une seule fois au Japon. Alors, désolé, mais ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de technique miracle applicable à tout le monde. Chaque parcours est très différent et ce qui a marché pour moi ne vous conviendra peut-être pas ou tout simplement ça ne sera pas possible pour vous de faire la même chose. En tout cas, même si vous ne faites pas exactement la même chose que moi, j'espère quand même que mon témoignage vous apportera quelques pistes et vous motivera surtout à vous lancer. Alors, comment je suis venu ici? C'est pas très original, Je suis arrivé le 31 décembre 2010 avec un visa touriste de 3 mois, mais j'avais déjà en poche un visa étudiant qui commençait début avril pour étudier le japonais dans une école de japonais ici à Yokohama. Pour ceux qui se posent encore la question, oui, on peut tout à fait changer son visa de touriste en visa étudiant sur place, aucun souci, pas besoin de quitter le Japon. Donc c'est déjà tout bête, mais en enchaînant les deux visas, vous pouvez rester 1 an et 3 mois sans avoir besoin de quitter le pays. Pour le changement de visa, logiquement, l'école ou une société s'en chargera pour vous. En tout cas, dans mon cas, c'était comme ça, même si au final, je l'ai fait en France parce qu'il y a eu un petit souci à Fukushima en mars 2011 et je suis rentré 2 semaines en vacances en France. Voilà. D'ailleurs, comme l'école avait déjà pris mon passeport pour faire le changement de visa, j'ai dû aller le récupérer au dernier moment pour pouvoir prendre l'avion. Enfin bref, retenez juste qu'on peut tout à fait changer son visa touriste en un autre type de visa sur place. Pour demander ce visa étudiant, il faut donc avoir un niveau équivalent au bac, même si vous l'avez raté, mais que vous avez fini votre terminale, a priori, ça marche. Alors vérifiez quand même auprès de votre école, on ne sait jamais. Il faut aussi prouver qu'on a une certaine somme sur son compte en banque. Apparemment maintenant c'est 16 000 € si vous partez pour 1 an, mais ça peut changer. Et si vous bossez déjà, ça peut être moins selon vos revenus annuels. Dans tous les cas, il faudra juste fournir un relevé de compte. Donc vous pouvez même emprunter cet argent à quelqu'un, faire le relevé de compte, l'envoyer et rendre l'argent tout de suite après. Il n'y a pas de limite d'âge pour demander ce visa. Moi je suis arrivé à 32 ans et j'ai un ami qui est venu après ses 40 ans, donc ça c'est déjà un gros avantage du visa étudiant. Par contre c'est un sacré budget, puisque 1 an de cours, 4 heures par jour, 5 jours par semaine, c'est autour de 5 ou 6 000 €. Et il faut généralement payer au moins la moitié au moment de l'inscription. Et bien sûr, en plus de l'école, il faut penser à tout ce que vous devez payer pendant 1 an, la bouffe, le logement et tout le reste. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien à la fin si ça vous intéresse. Pour ce qui est de mon école, elle s'appelle Kanrin Japanese School et elle est à Aobadai, à Yokohama, c'est à 30 minutes de Shibuya. Ça s'est très bien passé pour moi et j'ai beaucoup aimé étudier là-bas, donc je vous la conseille, mais c'était il y a plus de 10 ans, donc je ne sais pas forcément comment c'est aujourd'hui. Moi je l'avais trouvé sur le net et ensuite une société intermédiaire s'était occupée des formalités et de la demande de visa. Alors, vous pouvez chercher vous-même une école sur internet et la contacter directement, ou bien passer par des sociétés spécialisées comme Gogo Nihon ou Dokodemo par exemple. Alors, ne me demandez pas si elles sont bien, si on peut leur faire confiance, je ne sais pas du tout, mais si quelqu'un les a utilisées et qu'il veut témoigner en commentaire, n'hésitez surtout pas, ça serait vraiment super cool d'avoir un témoignage de quelqu'un qui est passé par ces sociétés. Quoi que vous choisissiez, il faudra de toute façon commencer les démarches pour l'inscription à l'école et pour le visa plusieurs mois avant la rentrée. Dans mon école, c'était 5 mois et je pense que c'est à peu près la norme, peu importe l'école où vous allez. Moi, j'ai commencé en janvier, mais les écoles proposent généralement plusieurs rentrées par an. Il y a en janvier, en avril, en juillet et en octobre. Donc, à vous de choisir celle qui vous arrange.
Alors personnellement, en janvier, je trouve que c'était cool parce que si vous comptez passer le JLPT, c'est début juillet et début décembre. Donc en commençant les cours début janvier, vous avez une année complète d'études devant vous avant l'examen de décembre. Ce qui est plutôt pas mal si vous voulez tenter le N2 si vous êtes chaud ou le N3 sans trop de soucis normalement. Parlons maintenant d'argent parce que comme je l'ai dit, entre l'école et la vie sur place, ça coûte quand même un bras, faut pas se le cacher, surtout si on bosse pas en arrivant. Alors, comment j'ai fait pour payer tout ça? Certains d'entre vous le savent déjà, mais en France j'étais fonctionnaire. Et donc, j'ai pu partir avec un congé de formation professionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce congé, Google est votre ami pour tous les détails, hein, mais pour faire court, on peut le prendre pour étudier n'importe quoi, même si ça n'a aucun rapport avec son boulot. Moi, je suis parti pour étudier le japonais et je devais envoyer chaque mois une attestation de présence que l'école me fournissait. L'avantage de ce congé de formation, c'est que non seulement j'ai pas démissionné et que je pouvais revenir en France quand je voulais, j'avais un poste assuré, mais qu'en plus, pendant la première année, j'étais payé 85% de mon salaire brut hors prime, ce qui me faisait environ 1000 euros par mois. Donc c'était vraiment pas mal. Et sans ça, j'aurais pas pu partir, c'est clair et net. Hein. Surtout que je m'y suis pris un peu au dernier moment et que j'avais pratiquement aucune économie avant de me lancer. Le congé de formation, ça dure 3 ans, hein, mais les 2 autres années ne sont pas rémunérées. Mais comme il faut continuer d'envoyer des attestations, moi j'ai fait des formations qui ne m'intéressaient pas forcément, hein, mais par le CNED. Je faisais les devoirs vite fait et j'étais tranquille, j'avais mon attestation chaque mois. Et évidemment, si j'ai fait ça plutôt que l'école de japonais, c'est parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Et oui, j'avais déjà étudié 1 an et 3 mois, donc autant vous dire que mon compte en banque faisait grise mine. Côté préparatif avant de venir, c'est pas compliqué, j'ai quitté mon appartement et j'ai vendu ou donné presque tout ce que j'avais et je suis arrivé au Japon avec 2 valises et un sac à dos. Alors, si j'ai fait tout ça, c'est aussi et surtout parce que j'étais déjà avec ma femme, qui était à l'époque ma copine. Donc, je partais pas non plus tout seul à l'aventure. Et en plus, comme je viens de le dire, j'avais le filet de sécurité de pouvoir rentrer en France et récupérer mon boulot si vraiment ça se passait mal. Voilà. Si vous ne pouvez pas prendre de congé de formation et que vous partez tout seul, sans copains ou copines japonaises sur place, inutile de vous dire que je vous conseille de bien économiser avant de vous lancer et de mieux préparer tout ça que ce que j'ai pu faire. Quand je suis arrivé au Japon avec mes 2 valises, donc on avait déjà un appartement et ma femme avait déjà emménagé. En fait, on l'avait visité 3 mois avant que je quitte la France, parce que j'étais venu pour passer des vacances ici et pour chercher, préparer tout ça. Aucun de nous deux travaillait, mais la famille de ma femme s'était portée garante et on n'a eu aucun souci à louer l'appartement. En parlant de logement d'ailleurs, hein, on me demande aussi souvent comment louer un appartement normal en arrivant seul au Japon et je réponds toujours qu'il vaut mieux abandonner cette idée. À mon avis, c'est beaucoup trop compliqué et surtout beaucoup trop cher. Il existe bien des appartements destinés aux étrangers, mais vraiment pour votre première année ici ou vos premiers mois, je vous conseille quand même de rester dans une Sakura House où vous aurez une petite chambre privée et le reste en commun. C'est super simple à trouver et à louer et en plus ça vous coûtera beaucoup moins cher puisque vous n'aurez pas de caution, vous n'aurez pas d'argent pour remercier le propriétaire et vous n'aurez pas besoin d'acheter des meubles et tout le nécessaire. Voilà, donc arrêtez de vouloir absolument louer un appartement classique avant de descendre de l'avion. Prenez votre temps, vivez un peu ici avant d'investir dans du mobilier ou autre, et voilà, prenez une Sakura House ou une Guest House, hein, et une fois sur place, vraiment, si vous supportez pas ce type de logement, et que vous parlez japonais et que vous avez de l'argent, alors ok, allez faire le tour des agences immobilières classiques, mais attention, hein, si vous avez seulement un visa étudiant ou un PVT d'1 an, vous risquez de toute façon de ne pas trouver grand-chose. Voilà. Alors après, c'est que mon avis, hein, faites-en ce que vous voulez. Pour en revenir à notre appartement, nous on payait 80 000 yens par mois et entre le petit boulot de ma femme et mes 1000 euros par mois, on n'avait pas plus de 150 000 yens pour vivre à deux. Parce qu'à l'époque, eh bien, l'euro c'était entre 100 et 120 yens, hein, la pire période possible pour venir ici. Et comme plus de la moitié partait déjà dans le loyer, autant vous dire que c'était pas vraiment la grande vie, mais c'était le bonheur d'être ensemble et surtout d'être au Japon. Petit aparté sur le cours du yen, maintenant vous avez 157 yens pour 1 euro, c'était pas arrivé depuis 2008. Donc vraiment, si vous avez des économies ou des revenus en euros, c'est le moment ou jamais de venir. Ça va pas durer indéfiniment, donc je vous conseille vraiment d'en profiter. Alors, après les 15 mois d'école de japonais, j'ai cherché 3 secondes une école de français à Yokohama sur internet et je suis bien tombé parce que l'école où je suis encore aujourd'hui cherchait justement un prof. J'ai passé un entretien et quelques jours après, j'ai été embauché. Voilà, c'était ultra simple pour moi, j'ai eu beaucoup de chance et c'est pas toujours comme ça. Donc ne vous enflammez pas en vous disant que vous allez faire pareil et que prof de français, c'est la fête. Si vous voulez en savoir plus sur ce boulot, hein, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas tout répéter ici, mais sachez juste que c'est pas pour tout le monde, qu'il y a des avantages, c'est clair, hein, mais qu'il y a aussi pas mal d'inconvénients et que c'est loin d'être la solution de facilité quand on débarque, surtout si on a besoin d'avoir des revenus fixes rapidement.
Par contre, il y a un truc beaucoup plus facile pour bosser et gagner à peu près correctement sa vie rapidement. J'en ai jamais parlé en détail dans mes vidéos, mais si vous voulez devenir prof de français au Japon, eh bien écoutez, j'ai un conseil à vous donner, devenez prof d'anglais. En fait, la demande de prof de français est pas très forte et surtout, il y a de moins en moins de monde qui veut apprendre la langue. Si vous avez un diplôme de FLE, bien sûr, vous trouverez plus facilement du boulot, mais sinon, il y a une demande très forte pour l'anglais et c'est en constante augmentation. Du moment que vous êtes étranger et que vous avez un niveau correct en anglais, vous pouvez trouver du boulot comme prof ou comme assistant de langue dans pas mal d'endroits. Si vous ne me croyez pas, je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques mois, on a un nouveau prof qui est arrivé dans notre école de français avec zéro expérience et sans parler japonais. Maintenant, il a 3 ou 4 classes chez nous, ce qui est déjà pas mal du tout d'ailleurs, en si peu de temps. Mais avec ces 4 classes par semaine, vous avez un salaire ridicule. Et pour que ça augmente, ça prend beaucoup de temps. Donc dès qu'il est arrivé, je lui ai conseillé de contacter une agence qui s'appelle Interac. C'est une boîte qui s'occupe des ALT pour plusieurs préfectures. Et je lui ai donc dit de postuler pour être ALT de français, bien sûr, mais surtout d'anglais. Un mot rapide pour ceux qui ne connaissent pas les ALT, c'est simplement des assistants de langue étrangère qu'on envoie dans des écoles publiques. Donc ça peut être des écoles primaires, des collèges ou des lycées, et qui sont là pour aider un prof japonais pendant les cours de langue. Résultat, mon collègue a été pris tout de suite alors que son niveau d'anglais n'est pas forcément exceptionnel et qu'en plus on était en plein milieu de l'année scolaire. En fait, il y a tellement de demandes pour des ALT que même si sur les sites des agences il y a écrit qu'il faut être natif, au final ils prennent un peu n'importe qui du moment qu'on n'ait pas une quiche complète en anglais, bien sûr. Du coup là il bosse 30 heures par semaine dans 2 écoles primaires, pas trop loin de chez lui, et il gagne déjà 200 000 yens par mois. Moi, en bossant seulement dans mon école de français et dans des cafés quand j'ai commencé, j'ai mis au moins 2 ans avant de gagner autant. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne solution. En plus, il n'y a pas que les ALT, il y a aussi des centaines d'annonces d'écoles maternelles et de crèches qui cherchent des profs d'anglais. Et comme il n'y a pas assez de natifs ou qui préfèrent bosser avec des adultes dans des écoles qui payent mieux, il y a plein de postes à pourvoir. Donc même si vous n'êtes pas natif et si bosser avec des enfants vous convient, je pense que vous n'aurez pas trop de soucis pour trouver une place comme prof d'anglais dans ce genre d'établissement. Après, sur le côté, vous pouvez bien sûr essayer de bosser dans une école de français et avec le temps, si vous pouvez faire plus de français et moins d'anglais, faites-le. Mais au début, il n'y a pas photo, l'anglais est 1000 fois plus porteur que le français au Japon. Voilà. Fin de la parenthèse, un retour à mon histoire avec un mot sur mes visas. Après mes 15 mois de visa touriste puis étudiant, on s'est marié et j'ai eu un visa d'époux d'1 an. Alors j'ai oublié, mais je crois que j'ai eu 2 ou 3 fois 1 an, puis ensuite une fois 3 ans. Et après, j'ai demandé le visa de résident permanent. Voilà, il faut à peu près les mêmes documents que pour le visa d'époux. Donc voilà, si on remplit les conditions nécessaires, autant le demander dès que possible. Pour ceux qui se poseraient la question, il faut être marié depuis au moins 3 ans à un japonais ou à une japonaise, ou bien à un résident permanent. Et il faut aussi habiter au Japon depuis au moins 5 ans. Par contre, si on est ici avec des visas de travail par exemple, il faut habiter au Japon depuis 10 ans. Voilà, je crois que j'ai rien oublié et vous savez absolument tout ce que j'ai fait pour m'installer définitivement au Japon. Maintenant, si vous aussi vous voulez venir vivre ici, j'ai quelques conseils. D'abord, préparez-vous bien et économisez le plus possible avant de venir. Vous pourrez peut-être vous en sortir en arrivant ici sans argent, mais ce sera beaucoup plus dur et vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Certains l'ont fait, j'en connais, et respect à eux, mais c'est pas forcément ce que je vous conseillerais. Par contre, se préparer, c'est vital, oui, mais au bout d'un moment, il faut aussi se lancer. Vous aurez beau regarder des centaines de vidéos sur le sujet, vous ne trouverez pas une méthode magique qui vous garantira un visa à 100%. Il n'y en a pas, ou en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Une chose est sûre, si vous voulez rester au Japon, il faut déjà venir tout court avec n'importe quel visa. Alors, je sais que ce que je dis est ultra évident, mais plusieurs personnes qui sont jamais venues au Japon m'ont déjà demandé comment avoir un visa de travail ou de résident permanent pour y rester. Alors, je comprends très bien qu'elles veulent se renseigner et je vous conseille de vous préparer. Se préparer au mieux, c'est très bien, mais comme je leur ai expliqué, pour avoir un visa de travail, dans l'immense majorité des cas, il faut déjà être sur place. Si vous attendez d'en trouver un en étant tranquillement devant votre ordi en France, vous risquez d'attendre très longtemps. Alors attention, c'est toujours possible, bien sûr. J'ai interviewé Delia il y a quelques jours qui avait justement trouvé son boulot depuis la France en cherchant des contacts sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie française du Japon. Mais son cas est assez particulier, je pense. Elle avait déjà cet objectif depuis des années, elle était déjà venue ici, bien sûr, elle avait fait ses études dans un domaine ciblé pour pouvoir bosser au Japon, et en plus, elle avait moins de 31 ans, donc elle a pu venir bosser avec un PVT avant d'avoir un visa de travail. C'est pas du tout dit que
sa boîte aurait sponsorisé son visa directement sans qu'elle vienne bosser ici avec son PVT. Et elle l'a très bien expliqué elle-même, hein. Le PVT, c'était une assurance pour la société et aussi pour elle. Voilà, quand vous aurez fini cette vidéo, je vous encourage fortement à aller regarder son interview et celle des autres Français que j'ai déjà rencontrés pour la chaîne. Elles sont toutes très intéressantes et vous verrez qu'il y a beaucoup de façons différentes de venir et de rester ici. Bien sûr, quand je dis que c'est très dur de trouver un boulot en étant en France, si vous avez la chance de bosser dans une boîte qui vous envoie comme expat au Japon, c'est totalement différent. Mais pour l'immense majorité d'entre vous, la meilleure solution reste de venir au Japon avec n'importe quel visa et de chercher un moyen de rester une fois que vous êtes ici. Et n'oubliez pas que pour un employeur, demander un visa de travail, c'est assez chiant comme démarche, donc ne pensez pas qu'il vous suffit de trouver n'importe quel boulot pour automatiquement avoir un visa de travail. Loin de là. En général, une entreprise ne fera les démarches pour votre visa que si vous avez quelque chose qu'un employé japonais ne peut pas apporter, que vous y bossez déjà et bien, et qu'elle veut vraiment vous garder. Donc évidemment, ne commencez pas à chercher un boulot pour avoir un visa de travail alors qu'il vous reste qu'1 ou 2 mois sur votre PVT ou sur votre visa étudiant. Cherchez tout de suite en arrivant et demandez bien si la société sera prête à faire une demande de visa pour vous garder au bout de votre visa actuel. Autre conseil ultra évident, mais si vous ne parlez pas un mot de japonais, vous aurez forcément plus de difficultés. Nihongo totemo jouzu desu. Nihongo? Donc c'est aussi ça l'avantage du visa étudiant et de l'école de japonais. C'est un investissement pour votre avenir professionnel et personnel. Parce que si vous comptez sérieusement rester ici, le japonais, ça vous sera de toute façon indispensable dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour rencontrer des gens, discuter avec les voisins, vous inscrire à des trucs, signer des contrats, comprendre les courriers qu'on vous envoie, bref, pour tout. À mon avis, si vous n'avez pas au moins un niveau N2 et qu'il n'y a personne pour vous aider, vous allez quand même galérer et ça risque de vite vous saouler de vivre ici et de ne pas comprendre tout ce qu'on vous dit ou tout ce qu'on vous envoie. Pour info, si vous ne parlez pas du tout japonais mais que vous avez besoin de bosser rapidement, il y a quand même pas mal de sites spécialisés qui proposent des tas d'annonces pour les résidents étrangers et le japonais n'est pas toujours obligatoire. Ça peut évidemment vous permettre de gagner un peu d'argent au début, mais sauf cas exceptionnel, vous ne gagnerez pas beaucoup et vous aurez très peu de chances d'avoir un visa derrière. Voilà. Après, sans japonais, hein, vous pouvez aussi y arriver, par exemple, si vous êtes très qualifié dans un domaine recherché ici, si vous avez un bon niveau en anglais ou si vous connaissez du monde sur place qui peut vous aider à trouver un poste. Vous l'aurez compris, il y a des tas de possibilités, mais à mon avis, si vous parlez japonais et anglais, vous aurez quand même plus de facilité à rester vivre ici. Ce qui me permet d'enchaîner sur le point suivant, est-ce que vous êtes vraiment prêt à vivre au Japon ? Ben oui, parce que je sais qu'habiter au Japon est un rêve pour beaucoup de gens, et perso je suis très heureux ici et je rentrerai en France pour rien au monde, mais comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment une des premières de la chaîne où je listais 10 raisons de ne pas habiter au Japon, ça ne conviendra pas à tout le monde. Et quand je parle de raisons de ne pas venir ici, hein, c'est pas des trucs ridicules comme boubou, on s'assoit pas à côté de moi, ou ah là là, les Japonais me parlent en anglais, ou les poubelles c'est chiant. Non, c'est des trucs vraiment important, je ne vais pas vous refaire la vidéo, hein, mais il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'inconvénients à vivre ici. Le plus important peut-être, pour les Français notamment, c'est l'éloignement. Moi ça me gêne absolument pas, mais il y a énormément de gens qui rentrent en France au bout de quelques mois ou de quelques années parce qu'ils se sentent seuls et qu'ils ne peuvent pas voir leurs amis ou leur famille régulièrement. Alors, c'était déjà une évidence avant, le Japon c'est pas la porte à côté, mais avec la hausse du prix des vols, c'est encore plus vrai maintenant. Si vous venez ici et que vous avez un petit boulot, c'est mort de chez mort, vous n'aurez jamais assez d'argent pour rentrer en France. Ou sinon, vous bosserez toute l'année pour pouvoir payer ce voyage de 2 semaines en été et vous ferez rien du tout ici. Du coup, j'ai envie de vous dire, restez en France et venez au Japon en vacances. Ça sera 100 fois mieux pour vous, vous vous régalerez quand vous viendrez au Japon et ça vous coûtera moins cher. Autre question à bien se poser, est-ce que la vie ici vous plaira? Parce que vivre au Japon, c'est pas comme sur certains comptes Insta ou YouTube où on voit plein de paysages magnifiques et des gens qui parcourent le pays en changeant de préfecture toutes les semaines, qui vont dans des restos super tous les jours. Ça, c'est exceptionnel. Ce sont des gens qui ont énormément de chance et qui peuvent faire ça soit par leur boulot, soit parce que ils sont blindés. Donc tant mieux pour eux, ils ont de la chance. Hein. Mais quand on habite ici, qu'on a des revenus moyens et un travail normal, c'est pas du tout la même chanson. Déjà, vous n'aurez pas des tonnes de vacances. Ensuite, si vous en avez, ce sera en même temps que tout le monde, donc quand c'est ultra cher et bondé de partout. Et de toute façon, vous n'aurez probablement pas les moyens de voyager autant que vous le voudriez. À la limite, si vous êtes jeune et célibataire, même avec un salaire pas très élevé, genre 250 000 par mois, je pense qu'il y a moyen de profiter un peu, mais il faudra faire des choix. Dernier mot sur l'argent, hein, vérifiez le salaire horaire au Japon dans le milieu où vous comptez bosser. Le salaire minimum au Japon est très bas.
à Tokyo, c'est environ 1100 yens de l'heure et c'est en gros ce que vous gagnez pour la plupart des petits boulots. Donc, même en enchaînant 40 heures par semaine, vous arriverez à peine à 176 000 yens. Ensuite, il faudra payer peut-être la sécu, les impôts et plein d'autres choses. Donc ne pensez pas venir au Japon et facilement gagner très bien votre vie, hein. Au début, vous allez probablement devoir galérer. C'est pour ça que je vous ai conseillé plutôt d'économiser un maximum avant d'arriver ici pour avoir assez d'argent pour profiter et pas faire que survivre. Et encore une fois, le taux de change actuel est une occasion en or. Vos euros valent beaucoup plus maintenant qu'il y a 2, 5 ou 10 ans. Et ça vous aidera énormément. Alors venez maintenant si vous pouvez. Un autre truc auquel vous devez vraiment réfléchir avant de venir ici, c'est est-ce que vous êtes prêt à accepter et à faire tout ce qu'il faut. Quand on est seul, c'est pas forcément évident. Dans la plupart des cas, venir au Japon, ça veut dire apprendre une nouvelle langue de zéro, qui n'est pas forcément la langue la plus facile à apprendre, suivre les règles de la société japonaise et, selon où vous bossez, avoir des horaires à rallonge, bosser le soir ou le week-end et avoir beaucoup moins de congés qu'en France. Je dis ça parce qu'il y a par exemple des gens qui aiment bien que tout soit propre et fonctionne au Japon, mais qui vont râler parce qu'un Japonais leur fait une réflexion s'ils jettent mal leur poubelle ou qu'ils ne respectent pas une règle. Il y en a d'autres aussi qui vont critiquer les Japonais parce qu'ils ne leur donnent pas de passe-droit et qui sont trop rigides. Les gars, faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, même si ça fait chier les gens autour de vous, restez là où vous êtes et ne venez pas au Japon. Je critique un peu, mais c'est aussi une histoire de caractère. Vous n'êtes pas en pays conquis et au Japon, il vaut mieux éviter de faire des vagues, d'autant plus en étant étranger. Moi, ça me va très bien, je me sens parfaitement bien ici, mais si vous n'êtes pas dans le même état d'esprit, vous allez peut-être pas vous plaire ici et vous aurez peut-être des soucis de relations. Pour terminer avec mes conseils un peu évidents, je l'avoue, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour savoir si la vie ici vous plaira, il faut venir. Vouloir s'installer au Japon alors qu'on n'est jamais venu une seule fois, même en vacances, je pense que c'est pas très réaliste et surtout c'est assez risqué. Donc venez au Japon pour de longues vacances ou avec un visa d'1 an et après, si vous êtes toujours motivé, essayez d'y rester ou d'y revenir plus tard. Et surtout, profitez de vos séjours pour rencontrer des gens et vous faire un réseau, pour visiter aussi plusieurs villes et plusieurs régions pour en trouver une qui vous convienne. Il n'y a pas que Tokyo ou Osaka au Japon. C'est très sympa pour certaines catégories de personnes, bien sûr, mais ça ne conviendra pas à tout le monde. Et en plus, la vie y est beaucoup plus chère. Il y a des gens qui adorent Tokyo et il y a énormément d'avantages à y vivre, hein. Il y a aussi des quartiers excentriques qui sont agréables et plus abordables, mais il y a aussi 46 autres préfectures très différentes les unes des autres, que ce soit au niveau des mentalités, du rythme de vie ou du climat. Donc, baladez-vous pour trouver un coin qui vous conviendra. Allez, sans transition, passons maintenant à la dernière partie de la vidéo, les différents visas pour venir ici sur le moyen ou sur le long terme. Alors, je ne vais pas m'étaler 2 heures sur chaque visa, hein, vous trouverez des tonnes de sites sur le net, mais pour vous faire un résumé, vous avez en gros le visa étudiant dont j'ai parlé plus tôt. Pas de limite d'âge, je le rappelle, il faut avoir fini sa terminale, s'inscrire dans une école de japonais, une fac ou un autre type d'école, payer cette école et avoir en plus 16 000 € sur un compte au moment de la demande. Vous pouvez le renouveler pour une deuxième année si vous avez été bien présent en cours dans le cadre d'une école de japonais et si vous avez le budget pour repayer 1 an d'école. Mais si c'est à la fac ou dans une autre école spécialisée, par contre, vous pouvez le renouveler autant que vous voulez. Avec ce visa, vous pouvez travailler jusqu'à 28 heures par semaine, mais si vous avez déjà 20 heures de cours plus le temps d'étudier chez vous, vous ne pourrez pas bosser autant à moins de sacrifier vos études et vu leur prix, c'est un peu idiot, mais vous pourrez tout de même avoir un petit boulot à côté pour arrondir vos fins de mois. Le PVT ou visa vacances-travail, ça dure 1 an non renouvelable. Vous pouvez le demander une seule fois jusqu'à la veille de vos 31 ans. Vous devez avoir 4 500 € sur un compte ou bien 3 100 € et un billet aller-retour en poche. Vous n'avez pas de limite d'heures de travail, mais quand vous faites la demande, si vous dites sur votre programme que vous voulez bosser à temps plein ou même plus de 50% de votre PVT, ça sera probablement refusé. On vous dira de prendre un autre visa. Donc attention quand vous faites votre dossier. Le visa culturel, Diana en avait parlé dans son interview et aussi sur sa chaîne. Je vous conseille d'aller regarder tout ça pour en savoir plus. Mais en gros, c'est pour apprendre une technique typiquement japonaise. Ça peut être un art martial, la cérémonie du thé, la calligraphie, l'arrangement floral, un instrument de musique japonais ou autre. La liste est longue comme le bras, donc vous avez vraiment l'embarras du choix. A priori, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir ce visa si vous avez déjà commencé cette pratique dans votre pays d'origine, si c'est possible bien sûr, ou peut-être si vous l'avez déjà appris ici au cours d'autres séjours, je ne sais pas exactement, mais ça aidera probablement. Vous devez avoir un prof ou une école qui sponsorise votre demande de visa. Et d'ailleurs, les formations dans les écoles culturelles coûtent beaucoup moins cher que les écoles de japonais. En moyenne, c'est 2 500 € par an d'après ce que j'ai vu. Donc, c'est peut-être une très bonne solution. Autre avantage, le visa dure 1 an, mais il est renouvelable tant que le prof ou l'école vous garde comme élève. Donc, c'est super pratique et vous pouvez rester plusieurs années au Japon avec.
Au moment de la demande, il faut avoir une certaine somme sur le compte. C'est pas écrit noir sur blanc, mais au moins 4000 € comme le PVT semble conseiller. Renseignez-vous quand même auprès de l'ambassade parce que je suis tombé sur des sites qui parlent de 3000 € et d'autres de 15 000 €. De base, on ne peut pas travailler, mais on peut demander une dérogation. Par contre, attention, hein, Diana nous avait expliqué que c'était un peu à la tête du client et qu'il valait mieux bosser dans un truc en rapport avec son activité culturelle. Ensuite, il y a le fameux visa de travail, bien sûr, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, et je le redis une dernière fois, vous devez avoir un employeur au Japon qui sponsorise votre demande. Vous ne pouvez pas demander un visa de travail pour venir ici et ensuite chercher du boulot. Ça ne marche pas comme ça. Un autre visa que personne connaît, dont j'avais parlé une fois dans ma première FAQ, le visa tourisme et loisirs. Oui, oui, ça existe, hein, je ne viens pas de l'inventer. Et comme son nom l'indique, c'est un visa pour faire du tourisme et pour s'amuser au Japon. Trop bien, non? Oui, mais vous vous doutez bien qu'il y a un piège. Ce visa est réservé aux gens qui ont de la thune, beaucoup de thune, puisqu'il faut avoir 30 millions de yens sur un compte avant de partir. Alors, avec le taux actuel, hein, 30 millions, ça fait seulement 190 000 €. Une broutille. Donc si vous avez cette somme de côté, vous pouvez le demander et vous pouvez même venir avec votre mari ou votre femme. Au passage, hein, si par miracle l'un ou l'une d'entre vous peut demander ce visa, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton merci sur la vidéo pour me remercier. Hein. Je pense que vous ne le sentirez pas trop passer, mais vous ferez 1 €. Si vous n'êtes pas assez riche pour ce visa, mais que vous trouvez aussi cette vidéo utile et que vous voulez faire un petit geste, vous pouvez aussi le faire, ça me fera super plaisir. Dernier visa depuis 2019, il y a le Specified Skill Visa dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. C'est pour ceux qui ont plus de 18 ans, qui ont au moins un niveau N4 en japonais et qui ont une expérience dans un des secteurs concernés par ce visa. Alors il y en a 14 qui apparaîtront sur votre écran. En fait, il y en a 12 depuis peu parce qu'ils en ont fusionné 3, mais bon, c'est pas très important. Comme pour le visa travail, il faut trouver une société qui vous sponsorisera pour la demande et il faudra passer des tests de japonais, le JLPT ou autre, selon les cas, et un test d'aptitude dans votre domaine. Alors, il y a 2 types de visas, hein, mais le type 1 est de loin le plus courant. On peut le demander pour 4 mois, 6 mois ou 1 an, et il est renouvelable jusqu'à 5 ans, mais ne permet pas le regroupement familial. Le type 2 le permet et est renouvelable indéfiniment. Voilà. Plus d'infos sur le site que je mettrai dans la description. Voilà pour les principaux visas, il y en a encore des tonnes pour les chercheurs, les spécialistes, les artistes et j'en passe, mais je ne peux pas tous les faire ici. Donc allez voir sur le site de l'ambassade du Japon. C'est tout pour cette longue vidéo sur l'immigration au Japon. Je pense n'avoir rien oublié, je vous ai dit tout ce que je savais sur le sujet. Donc j'espère vraiment que ça vous aidera. Si certains d'entre vous sont ici et qu'ils ont des conseils ou des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut à tous!